Avec l'autorisation de M. le Président de la République et des autres panélistes, on souhaiterait faire intervenir 2 partenaires extérieurs au panel, très rapidement, en 5 minutes, apporter leur contribution à notre réflexion. Et juste avant ça, beaucoup de participants m'ont demandé de dire solennellement le soutien du Forum, non seulement au Mali dans sa politique de redressement, à la Centrafrique qui traverse des moments très difficiles, mais aussi d'insister sur le fait qu'un pays africain comme l'Égypte a été frappé durement et éprouvé. Ce qui s'est passé récemment à Sharm el-Sheikh risque de coûter 1 million d'emplois à l'Égypte et près de 15 millions d'Égyptiens vivaient de l'économie touristique de Sharm el-Sheikh. Ce qui veut dire que le terrorisme peut faire très mal à nos pays, à nos économies et à nos avenirs. L'autre pays africain mentionné, c'était le Tchad, qui a beaucoup apporté dans la lutte contre le terrorisme et pour relever les défis de la sécurité en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ce pays s'est déployé au Mali, comme on le sait, s'est déployé au Nigeria contre Boko Haram, a soutenu le Niger et soutenu le Cameroun dans la lutte contre le fléau de Boko Haram. Et malheureusement, ce pays, en retour, avait aussi besoin d'être appuyé compte tenu des difficultés économiques liées à la situation du pétrole et autres. Le pays n'a pas encore eu une réponse internationale, une réponse africaine appropriée. Donc il a été souhaité que cette question soit évoquée, mentionnée, qu'il est important que les pays qui se portent, qui se projettent en avant pour appuyer les autres pays dans une démarche panafricaine, qu'on puisse considérer leur sacrifice et qu'on participe à leur apporter aussi quelque part notre concours. Donc avec votre accord, je voudrais que le ministre des Affaires étrangères du Tchad puisse apporter une brève contribution, suivi du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, dont le pays a une solide expérience de la lutte contre le terrorisme, et de l'envoyé spécial de l'Égypte aussi, Monsieur le Président, si vous le permettez. Chacun d'entre eux, en 5 minutes, assez brièvement, peut apporter une contribution au panel de haut niveau. Merci. Donc nous commençons par le ministre des Affaires étrangères du Tchad. Merci, Monsieur le ministre d'État. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président de la République, vous présenter les regrets de votre frère, le Président Idriss Déby, de ne pouvoir prendre part à cette deuxième édition du Forum international de Dakar. Il m'a chargé de vous réitérer son plein soutien ainsi qu'aux organisateurs de cet important cadre de réflexion sur la paix et la sécurité en Afrique. Je n'ai pas besoin de rappeler ce qu'a dit Cheikh Gadio sur les interventions du Tchad, elles sont connues. Je voudrais tout simplement partager avec vous les leçons que nous en avions tirées à cette étape. Premièrement, que l'engagement coûte très cher. L'armée tchadienne a déployé 2500 soldats à partir de N'Djamena et pour certains à partir de Bardaï sur plus de 3000 km pour atteindre Ménaka, Kidal et Tessalit au Mali. Ça coûte très cher. Nous sommes convaincus de la nécessité d'intervenir. C'est une conviction profonde. Et donc cela implique des moyens financiers, des moyens matériels conséquents. D'où la nécessité de la mobilisation des moyens. Le soutien, d'abord, en plus des engagements pris par l'État lui-même, il faut que l'engagement soit régional, il faut qu'il soit continental avant d'être international. Je crois qu'il faut qu'on se convainque de la nécessité qu'aucun de nos États ne peut faire face seul à cette menace. Pour avoir vécu, le Tchad lui-même, des troubles pendant plusieurs décennies et pour avoir combattu sur un terrain qui est aujourd'hui utilisé par les terroristes.
l'immensité du désert, les outils utilisés. Une Toyota 4x4 fait 1000 km par jour de distance. Le président Déby a l'habitude de dire que la Toyota n'est pas une voiture seulement, c'est une arme en elle seule. Et donc, il faut vraiment un soutien conséquent. Les promesses, les annonces, je crois, n'aident pas. Les fonds fiduciaires, je me rappelle à 10, le fonds fiduciaire pour la MISCA, il a été annoncé 530 millions de dollars. Une année après, on nous a dit qu'on a pu recueillir moins de 40 millions. Quand la guerre est engagée, quand les troupes sont sur le terrain, la logistique doit suivre et ne souffrir d'aucun retard. La deuxième leçon, il y a une nécessité d'une coordination indispensable sur le plan opérationnel. Ça nous ramène à la question, quelle mission de maintien de la paix? Des missions mixtes, on en a l'expérience, notamment à côté de nous au Darfour. Des missions avec un mandat des Nations Unies pour des forces relevant, donc des casques bleus, plus d'autres forces, c'est le cas en Centrafrique, c'est le cas au Mali, avec les forces françaises. Il faut une nécessaire coordination sur le terrain. Je l'ai dit à New York, on ne peut pas comprendre qu'à Bangui, capitale de la Centrafrique, où se trouve l'essentiel des forces internationales, qu'on puisse laisser mourir 80 personnes en 2 jours, au kilomètre 5. Ça ne peut pas s'expliquer. Sincèrement, ça ne peut pas s'expliquer. Et donc, il faut, s'il n'y a pas de coordination, ça va limiter et ça va même handicaper l'action. Troisième leçon, c'est un combat de très longue haleine et c'est un combat multidimensionnel. Face à ces terroristes qui disposent de moyens significatifs, ils ont les armes, ils ont l'argent de la drogue, ils ont même le paradis. Parce qu'ils disent aux jeunes, si vous combattez, vous mourrez, donc cerise sur le gâteau, vous obtenez même le paradis. Alors pour faire face à cette idéologie, ce qu'a rappelé le président Macky Sall, il faut que sur le plan conceptuel, sur le plan idéologique, sur le plan théologique, il faut leur apporter une réponse. Et c'est celle de l'islam, tout court. Ce qu'ils font, ce n'est pas de l'islam. Voilà, Monsieur le Président, pour être bref, les quelques leçons que nous avons tirées de notre expérience, qu'on versera dans le débat. Merci. Beaucoup, cher Gadio. Merci pour votre aimable invitation. Permettez que mes premiers mots soient pour transmettre les salutations fraternelles du président Abdelaziz Bouteflika à son frère, son Excellence, le président Macky Sall, et pour dire également combien je me réjouis de pouvoir participer cette année à cette deuxième édition du Forum. Sur cette question du terrorisme, l'Algérie malheureusement a eu sa propre expérience particulièrement meurtrière et nous pouvons aujourd'hui dire avec assurance, certitude que l'Algérie au plan stratégique a défait le terrorisme. Elle l'a défait en se mobilisant pendant toute une décennie, à un moment où cela a été mal compris, mal interprété, où d'aucuns ailleurs qu'en Afrique parlaient de violence politique plutôt que d'appeler les choses par leur nom. L'Algérie s'est mobilisée, elle a apporté une riposte militaire et sécuritaire qui est allée graduellement en se perfectionnant, en gagnant en moyens, en expérience, en formation. Mais elle a gagné également en mobilisant son propre peuple, puisque à travers tout le territoire national, spontanément, des groupes de patriotes se sont formés pour opposer une résistance populaire au phénomène du terrorisme. Parallèlement, l'État également a tendu la main à ceux qui ont été induits en erreur. C'était d'abord une loi sur le pardon, une loi sur la concorde civile, et à l'initiative du président Abdelaziz Bouteflika, une charte de la paix et de la réconciliation nationale que le peuple algérien a adoptée par référendum à une écrasante majorité. L'État algérien s'est attaqué à ce qu'on pouvait identifier comme des causes pouvant justement être mises à profit par les semeurs de troubles et d'extrémisme pour pouvoir recruter en faveur du terrorisme. Alors, la jeunesse a fait l'objet d'une attention toute particulière
et la formation des imams, l'école, la mosquée, la famille, la presse, tous ces vecteurs ont été mis à contribution afin de pouvoir disséminer l'islam, parce qu'il n'y a qu'un seul islam, et en face, il y a l'extrémisme qui pervertit les enseignements de l'islam. Alors la déradicalisation doit pouvoir être une démarche de tous les instants et une démarche portée par l'ensemble de la société. Mais au-delà du plan national, et s'agissant spécifiquement de l'Afrique, il y a un intérêt majeur à ce que les uns et les autres, nous pouvons bénéficier de l'expérience existante et que nous puissions faire en sorte que les erreurs éventuelles ou les lenteurs dans la réaction ou le caractère incomplet des réactions puissent être palliées à travers cette coopération intra-africaine soutenue par une coopération internationale. Alors je citerai simplement une expérience modeste, c'est qu'à l'initiative du ministère algérien des Affaires religieuses, il y a une ligue, une association des imams et des prédicateurs du Sahel, de la région sahélo-saharienne, qui s'est formée modestement, mais elle est appelée à se développer. Et je crois que cette association porte beaucoup de promesses et constitue véritablement un acteur qui, demain, pourrait avantageusement nous aider dans l'œuvre de déradicalisation. Enfin, l'Union africaine a créé un centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme qui est basé en Afrique, qui travaille avec les Nations Unies, avec l'Union européenne, avec d'autres partenaires également. Il y a beaucoup d'actions qui se font et je n'ai pas de doute que l'Afrique ne sera pas le ventre mou pour le terrorisme. L'Afrique sera un acteur et l'Afrique sera au rendez-vous de l'histoire parce que le terrorisme sera défait. Il sera défait, sans doute à un prix élevé, mais il le sera parce qu'il va à contre-courant des valeurs humaines. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. Notre frère, l'envoyé spécial de l'Égypte. Merci. Et je voudrais tout d'abord exprimer l'appréciation de la délégation de l'Égypte au Forum pour son support. Oui, rapprochez, voilà, merci. Le résultat officiel de l'investigation n'a pas encore été annoncé, mais on voit déjà que le doute, le soupçon a eu un impact très négatif sur le secteur du tourisme et de l'économie égyptienne en général. Permettez-moi de revenir sur la remarque du ministre de la Défense de la France sur la guerre médiato-théologique. Et en fait, il ne faut pas laisser les chefs religieux modérés combattre tout seuls les fondamentalistes et les radicaux. On dit que rien n'est plus dangereux qu'une idée lorsqu'on n'a qu'une idée. Et on voit bien que ces groupes fondamentalistes ont l'idée qu'ils sont supérieurs aux autres musulmans, pour ne pas mentionner les non-musulmans. Ils ont l'idée que c'est de leur devoir d'imposer leur vision de l'islam sur toute une société et il ne faut pas encore les laisser faire et imposer cette idée sur toute la société. Enfin, ils ont l'idée que tous ces concepts de démocratie, d'ouverture, de tolérance sont des concepts importés de l'extérieur, que le drapeau, que le chef civil de la société, que l'hymne national ne doivent pas être respectés et tous ces concepts doivent être confrontés courageusement, non pas seulement par les chefs religieux modérés, mais par toute la société, par le ministre de l'Éducation, par le ministre de la Culture, par les artistes, lorsqu'on dit que la danse et la musique sont tous des péchés. Et toute la société doit être vraiment préparée à confronter ces idées de religion. Merci. Merci infiniment. Voilà, donc je crois qu'on a largement échangé sur le terrorisme, sur les réponses africaines, les réponses régionales, la collaboration et coopération entre régions du continent. On a commencé à aborder les partenariats internationaux de l'Afrique.
On n'a pas tellement parlé des partenariats bilatéraux. On sait qu'avec la France et l'opération Serval, il y a une coopération absolument exemplaire qui a été saluée à travers l'Afrique et à travers le monde. On sait que les Africains souhaitent aussi que d'autres partenaires ne sous-traitent pas les problèmes de la sécurité de l'Afrique avec un seul pays qui s'est engagé, mais que les autres aussi apportent leur concours. Mais on sait qu'en général, les Africains souhaitent qu'en dépit du manque de moyens et de ressources, que les Africains prennent en charge leurs problèmes de sécurité, qu'ils soient en première ligne et que les autres partenaires nous trouvent sur le terrain et nous apportent leur appui. Il y a d'autres questions qui vont être discutées peut-être dans les panels, les plénières, la réforme du système des Nations Unies en termes d'opération de maintien de la paix, les rapports Nations Unies-Union africaine, les médiations, surtout la question véritablement où nous pêchons, qui est la question de la prévention, c'est-à-dire les conflits naissent, se développent sous nos yeux, éclatent sous nos yeux et ensuite il faut courir après la solution pour tenter de rattraper, de sauver ce qui est sauvable. Comment faire, et ce n'est pas un phénomène africain, ça semble être un phénomène mondial, que la prévention a perdu de son attrait au profit des transitions. Systématiquement, quand une crise éclate, on pense tout de suite à la transition qu'il faut organiser, alors qu'il faut peut-être travailler un peu plus sur les préventions. Donc, Monsieur le Président de la République, pour ne pas abuser du temps des autorités qui sont là et qui ont déjà grandement contribué, on va vous demander peut-être à chacun d'entre vous un mot de la fin, un commentaire final sur l'ensemble des thèmes qui ont été discutés, pas l'ensemble des thèmes, mais les thèmes qui vous intéressent particulièrement ou sur lesquels vous voudriez laisser quelques recommandations ou quelques suggestions aux participants à ce forum 2015. Merci. Merci beaucoup. Je dirais simplement que sur la question de la formation des imams, nous devons travailler avec les pays qui ont le même modèle, la même compréhension d'un islam tolérant. Bien sûr, pour les pays africains non arabes, la langue est une barrière, bien que la plupart des musulmans africains comme moi, ils récitent le Coran, ils ne comprennent rien du sens des mots. Nous avons besoin véritablement d'une collaboration pour des académies ou des écoles de formation, bien entendu dans le sens d'une compréhension de l'islam, bien sûr qui s'adapte à notre contexte et qui respecte notre culture. Nous sommes des Africains. Et nous resterons africains, mais nous serons des Africains, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez, mais il faut que cette religion s'adapte à notre être, à ce que nous sommes. Ça veut dire que la pratique que nous devons faire de l'islam au Sénégal ne peut pas être la même qu'en Afghanistan ou au Moyen-Orient ou même au Maghreb. Et ça, il faut que les gens l'acceptent. Donc, il y a nécessairement un volet à faire dans le cadre de la formation des élites. Ce n'est même pas seulement les imams, mais c'est toutes les élites, en tout cas qui s'intéressent aux enseignements coraniques et aux discours religieux, pour justement ne pas faire l'objet d'un harcèlement par des gens qui prétendent en savoir un peu plus. Ça, c'est la bataille psychologique, elle est fondamentale. Ensuite, pour ce qui concerne les missions de maintien de la paix, je crois que le secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Latous, a indiqué les différents formats. Effectivement, il y a des zones où les missions actuelles s'adaptent parfaitement, puisque ce sont des conflits à faible intensité. Si je prends l'exemple de la Guinée-Bissau, la CEDEAO, celle qui a envoyé une force ECOMIB, évidemment, dans ce genre de conflit où on fait de la prévention, je crois que les modèles actuels s'adaptent parfaitement. Mais lorsque vous êtes comme au Nord Mali, vous avez des forces armées qui font fi de l'unité nationale, qui attaquent même les casques bleus et en tuent tous les jours. C'est le théâtre le plus mortel aujourd'hui. Mais on doit changer le mandat. On ne peut pas rester dans la logique du maintien de la paix. Il n'y a pas de paix à maintenir. Il faut imposer la paix dans ce cadre-là.
Donc il faut que le mandat soit très clair, que les moyens mis en œuvre, le matériel soit adapté. Les gens, ils vont au Normali, c'est pour se battre, c'est pas pour maintenir de la paix. Ça doit être clair. Autrement, c'est encore des cercueils et des cercueils qui reviennent dans les États. Et à terme, ça ne peut pas continuer. Ils seront obligés de donner les équipements adéquats, les armes qu'il faut pour imposer la paix dans cette partie du Nord-Mali. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut, sur certains théâtres, vraiment adapter la nature des missions. Ensuite, il y a la question, vous l'avez rappelé, de Barkhane, ou Sangaris à l'époque, et Serval. Je pense que la France a joué un grand rôle et il est toujours important de l'en féliciter. Parce que ce n'était pas évident en 2013 lorsqu'elle est intervenue seule. Et sans cette intervention, on sait ce qui allait se passer au Mali. Mais elle n'est pas seule en Europe. Et il faut donc qu'on puisse voir comment l'Union européenne, par exemple, les autres grandes puissances, les États-Unis, le Japon, la Chine, comment on peut organiser leur intervention sans pour autant envoyer des troupes, comme c'est le cas de Barkhane. Il faut trouver comment soutenir financièrement ces opérations qui sont, à mon sens, trop lourdes aussi pour un seul pays, futur la France. Si nous voulons une action durable, et le général de Villiers a raison, c'est une action durable. Les gens ne peuvent pas aller dans ces théâtres pour une année ou deux. C'est dans l'ordre de la décennie. Et donc c'est des budgets extrêmement importants. Il faut que la problématique du financement, de la lutte contre le terrorisme soit abordée vraiment dans le fond par le Forum de Dakar pour nous permettre vraiment dans les conclusions d'avoir des recommandations à même d'aider la communauté internationale à trouver des solutions durables. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Premier ministre du Togo. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que des réflexions de cet après-midi, on peut dire sans risque de se tromper que le terrorisme a son origine qui est multiforme. On a parlé, par exemple, de la prêche, mais de la pauvreté, peut-être de la corruption. Et donc, au vu de ces origines multiples, je reviens encore sur l'idée que c'est dans un cadre globalisé, concerté, que l'Afrique pourra parvenir à lutter contre ces menaces liées au terrorisme, à la piraterie et à toutes les formes de déstabilisation de nos États. Vous venez de suivre un panel de haut niveau sur la prévention et la gestion des crises en Afrique. Et alors que l'événement touche à sa fin, nous allons pouvoir analyser les conclusions de cet événement. Et nous sommes toujours en compagnie de Daouda Tall, notre éditorialiste, et de Salomon Kotro, ancien député centrafricain. Messieurs, que peut-on retenir de ce panel de haut niveau? On commence avec vous, Salomon Kotro. Mais ce qu'on peut retenir de ce panel, c'est qu'il y a une bonne intention qui est dégagée par le président Macky Sall dans son discours. C'est ce que nous avons débattu tout à l'heure avec Daouda sur les réflexions qu'on a portées sur la paix, comment amener la paix en Afrique, et puis sur l'idée que l'Union africaine a émise pour mettre en place une force d'intervention pour pouvoir peser, pour combattre le terrorisme sur le continent africain. Et donc il y a des intentions qui vont dans le sens pour que la paix soit revenue en Afrique pour le développement de ce continent qui a plusieurs potentialités, qui a beaucoup de potentialités pour avancer et être dans le concert des nations dans le monde. Beaucoup d'intentions en effet, mais Daouda, à quand le passage de la parole aux actes? On l'espère, prochainement en tout cas, on l'espère, mais les choses commencent à se dessiner quand même. Force multinationale mixte, il y a la CEDEAO
qui va tenir apparemment, d'après ce qui a été annoncé aujourd'hui, un sommet donc consacré à cette question. Il semble même qu'il y aurait un sommet entre la CEDEAO et l'Afrique centrale, la CEAC sans doute, puisque cette fameuse coopération interrégionale doit se mettre en place véritablement pour être davantage efficace dans la lutte contre les fléaux sécuritaires de manière générale. Donc, à quand de la parole aux actes? J'espère que, à l'image de ce forum, à l'image de ces sommets qui sont annoncés, à l'image de cette force mixte multinationale qui est en route aujourd'hui et qui doit être renforcée par des moyens bien entendu, à l'image du soutien apporté par les pays à l'échelle internationale, on peut espérer quand même que nos chefs d'État ne laisseront pas ce problème sans réponse. Maintenant, il faut aussi être très prudent quand on communique en matière de sécurité, en matière d'islamisme, de terrorisme. Il faudra aussi, sur le volet de la formation qui a été longuement évoqué lors de ce forum, former aussi les médias et tous ceux qui prennent la parole sur cette question, parce que ça le nécessite effectivement. Alors, dans son discours d'ouverture, le président sénégalais Macky Sall a déclaré que l'Afrique est le ventre mou du système international, d'où l'ampleur que prend le terrorisme sur le continent. Vous êtes d'accord avec cela? Et ça, je suis particulièrement d'accord avec le président Macky Sall. L'Afrique aujourd'hui est le ventre mou du système mondial à tous les niveaux. Pourtant, l'Afrique a beaucoup de potentialités, la population est jeune, et que nous devons prendre en main le destin du peuple africain. Mais le problème des Africains, c'est qu'à un moment donné, l'Afrique se dit tout doit être venu d'ailleurs. Et que le problème des Africains ne doit pas être traité par les Africains, il faut tendre la main. Mais aujourd'hui, on est dans un système de globalisation et que chacun doit être capable de défendre ses positions. Et donc les Africains, dans la position actuelle où le monde va mal, où le terrorisme flotte partout, l'insécurité est grandissante partout dans le monde, où aucun pays n'est épargné, les Africains doivent prendre leur responsabilité. Parce que quand on veut aller loin, quand on veut être sûr de ce qu'on peut faire, il faut reconnaître ses capacités. Et ça, c'est normal que le président Macky Sall puisse reconnaître effectivement que l'Afrique est ventre mou. C'est aussi une occasion pour les Africains de se dire, tiens, il faut avancer, il faut être capable d'avancer. De son côté, le Premier ministre gabonais a déclaré que la menace terroriste était bien trop importante pour être résolue unilatéralement, si je puis dire ainsi. Daouda, est-ce qu'une coopération à l'échelle internationale est envisageable à ce stade? Oui, il faut toujours une coopération à l'échelle internationale sur des questions qui sont transnationales, sur des questions qui finalement sont elles-mêmes internationales, le terrorisme en l'occurrence ici. Mais d'abord, il faut renforcer la coopération sous-régionale, ensuite la coopération régionale, la coopération africaine de manière à s'assurer que personne n'est laissé sur le côté, et ensuite ce n'est qu'une fois que tout cela est garanti que l'on pourra prétendre à une coopération internationale efficace. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il faut préciser également que tous les pays africains ne sont pas touchés par le fléau non plus. Moi, je refuse que l'on dise que l'Afrique est même le ventre du terrorisme. Non, c'est certes le ventre mou, mais j'espère un jour que l'Afrique ne sera même pas le ventre mou du terrorisme, qu'il n'y en aura pas tout simplement. Mais pour ça, il faut effectivement lancer des initiatives allant dans le sens d'éviter en tout cas des situations catastrophiques. Merci pour toutes ces précisions. C'est à présent à la fin de cette édition spéciale consacrée à la deuxième édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Daouda Tall, Salomon Kotro, merci d'avoir été avec nous et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.